Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il est advenu des dirigeants nazis après la fin de la Seconde Guerre mondiale? On sait que la guerre s'est terminée en 1945, mais est-ce que tous ont payé pour leurs crimes? Ou bien certains ont-ils réussi à échapper à la justice et à mener des vies secrètes dans des endroits inattendus? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les destins surprenants des nazis après la chute du Troisième Reich. Préparez-vous pour un voyage plein de révélations, des procès historiques aux évasions audacieuses. Restez avec nous et découvrez une partie fascinante et peu connue de l'histoire mondiale. La fin de la guerre et la capture des nazis. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en mai 1945, l'Allemagne nazie était en plein chaos. Les forces alliées, principalement composées des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique et de la France, ont avancé à travers l'Europe, libérant les territoires occupés et démantelant le régime nazi. Les scènes de soldats nazis se rendant en masse étaient courantes, marquant la fin d'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. Dans ce chaos, de nombreux dirigeants et membres importants du parti nazi ont tenté d'échapper à la capture. Certains ont choisi le suicide, préférant la mort à la justice. Adolf Hitler, le chef suprême du Troisième Reich, s'est suicidé dans son bunker à Berlin le 30 avril 1945 avec sa compagne Eva Braun. Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie, s'est également suicidé avec sa femme et ses enfants peu après la mort d'Hitler. D'autres, cependant, ont été capturés par les forces alliées. Heinrich Himmler, chef de la SS et l'un des principaux architectes de l'Holocauste, a été capturé par les forces britanniques, mais s'est suicidé en ingérant une capsule de cyanure avant d'être jugé. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe et l'un des plus hauts responsables nazis, a été capturé par les forces américaines. Il serait jugé lors des procès de Nuremberg. Des milliers de soldats et officiers nazis, des généraux aux simples soldats, ont été capturés et détenus comme prisonniers de guerre. Beaucoup de ces prisonniers ont été interrogés pour obtenir des informations sur le fonctionnement interne du régime nazi et les détails des atrocités commises pendant la guerre. Les forces alliées étaient déterminées à traduire en justice les responsables des crimes de guerre et la capture de ces individus était une étape cruciale de ce processus. En outre, une recherche implacable a été lancée pour trouver les membres de la Gestapo, la police secrète nazie et d'autres organes de sécurité de l'État qui avaient de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques génocidaires du régime. Beaucoup de ces agents ont été capturés et jugés rapidement ou extradés pour être jugés dans différents pays européens. La capture des nazis a marqué le début d'un long et complexe processus de justice et de réconciliation. Ce fut une période de rétribution pour les crimes commis et de tentative de reconstruction d'une Europe dévastée par la guerre. Cependant, comme nous le verrons plus tard, tous les nazis n'ont pas immédiatement été confrontés à la justice, et beaucoup ont réussi à s'échapper par des réseaux clandestins, menant à une chasse mondiale qui durerait des décennies. Les procès de Nuremberg, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capture de nombreux dirigeants nazis, il est devenu nécessaire de les tenir responsables de leurs crimes. C'est ainsi qu'ont été organisés les procès de Nuremberg, un moment clé dans l'histoire de la justice internationale. Réalisés entre novembre 1945 et octobre 1946, ces procès ont été conduits par les puissances alliées, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, dans la ville de Nuremberg, en Allemagne, un lieu symboliquement choisi pour avoir été le théâtre de grands rassemblements nazis. Les procès de Nuremberg se sont divisés en deux grandes phases, le procès principal, axé sur les principaux dirigeants nazis, et 12 procès subséquents qui concernaient divers groupes comme les médecins, les juristes, les industriels et d'autres participants au régime nazi. Le procès principal, connu sous le nom de procès des principaux criminels de guerre, a rassemblé 24 des plus hauts dirigeants nazis, dont Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop et Albert Speer. Ils étaient accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de complot pour commettre ces crimes et de crimes contre la paix. L'accusation a présenté un vaste ensemble de preuves documentaires et de témoignages,
révélant l'étendue des horreurs perpétrées par le régime nazi, y compris l'Holocauste. Hermann Göring, le deuxième homme le plus puissant du régime, était l'un des accusés les plus en vue. Il a tenté de se défendre vigoureusement, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Albert Speer, le ministre de l'Armement et de la Production de guerre, a adopté une approche différente, admettant sa culpabilité morale et assumant la responsabilité de ses actes, ce qui lui a valu une peine de prison plutôt que l'exécution. Les procès ont été conduits par des juges de chacune des nations alliées et les accusés ont eu droit à une défense. À la fin, 12 des principaux accusés ont été condamnés à mort par pendaison, dont Göring, qui s'est suicidé avant son exécution. D'autres ont été condamnés à des peines de prison variables et quelques-uns ont été acquittés. Les procès de Nuremberg ont établi des précédents importants en droit international. Pour la première fois, les dirigeants d'une nation ont été tenus pénalement responsables pour des actions commises pendant la guerre, y compris le génocide. Ce fut un pas crucial vers la création d'un système de justice internationale qui aboutirait, des décennies plus tard, à la formation de la Cour pénale internationale, CPI. En plus des procès des principaux dirigeants, les procès subséquents ont traité d'autres aspects du régime nazi. Le procès des médecins, par exemple, a révélé les horribles expérimentations médicales menées sur des prisonniers des camps de concentration. Le procès des juges a montré comment le système judiciaire allemand a été instrumentalisé pour promouvoir les politiques racistes et génocidaires du nazisme. Ces procès ont été essentiels pour la documentation et la divulgation des crimes nazis, aidant à façonner la mémoire collective sur l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Ils ont également servi d'avertissement aux futurs régimes autoritaires que les crimes contre l'humanité ne resteraient pas impunis. Les procès de Nuremberg ont non seulement apporté un sentiment de justice aux victimes et aux survivants, mais ont aussi posé les bases du développement d'un droit international fondé sur la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cet héritage continue d'influencer la justice internationale et les droits de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Fuites et réseaux de Ratlin. Malgré les efforts des forces alliées pour capturer et juger les criminels nazis après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont réussi à s'échapper grâce à un réseau clandestin connu sous le nom de Ratlin. Ces routes de fuite étaient extrêmement bien organisées et ont permis à des milliers de nazis et de collaborateurs de fuir l'Europe pour des lieux sûrs, principalement en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même aux États-Unis. Les Ratlin ont été facilités par une combinaison de sympathisants nazis, de membres de l'Église catholique et d'agents de renseignement qui voyaient en ces fugitifs une utilité durant la guerre froide. L'effondrement du Troisième Reich a laissé un vide de pouvoir et, dans le chaos de l'après-guerre, de nombreux nazis ont profité de la confusion pour s'échapper. L'une des routes les plus célèbres partait d'Allemagne, traversait l'Autriche et l'Italie, pour finir en Amérique du Sud. L'Argentine, le Brésil et le Chili ont été les pays qui ont accueilli le plus de ces fugitifs. Le président argentin, Juan Domingo Perón, sympathisait avec le régime nazi et a facilité l'entrée de nombreux ex-officiers nazis, leur offrant refuge en échange de leur expertise technique et militaire. Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de l'Holocauste, est peut-être le cas le plus notoire d'utilisation des Ratlin. Il a fui l'Autriche en 1946 et, après avoir passé par plusieurs cachettes en Europe, a réussi à atteindre l'Argentine en 1950 en utilisant un passeport de la Croix-Rouge sous le faux nom de Ricardo Clément. Il a vécu tranquillement à Buenos Aires jusqu'à être capturé par le Mossad, le service secret israélien, en 1960. Son procès et son exécution en Israël ont été un tournant dans l'histoire de la justice internationale. Un autre exemple significatif est celui de Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, qui a réalisé des expériences médicales cruelles sur les prisonniers du camp de concentration. Mengele a réussi à fuir en Argentine, où il a vécu plusieurs années avant de déménager au Paraguay, et, plus tard, au Brésil, où il est mort en 1979 sans jamais avoir été capturé.
En plus de ces cas emblématiques, de nombreux autres nazis moins connus ont également réussi à s'échapper. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, a réussi à fuir en Bolivie, où il a travaillé comme conseiller en sécurité pour le gouvernement bolivien, avant d'être finalement extradé vers la France en 1983, où il a été jugé et condamné pour crimes contre l'humanité. Les réseaux de fuite ont été possibles, en partie, grâce à l'aide de certaines figures de l'Église catholique. Plusieurs clercs ont aidé à fournir des documents falsifiés et des cachettes sûres aux nazis en fuite. L'un des plus connus était l'évêque Alois Udall, qui a utilisé sa position au Vatican pour aider de nombreux criminels de guerre à échapper à la justice en rejoignant l'Amérique du Sud. La motivation derrière cette assistance était complexe. Certains voyaient les nazis comme des combattants contre le communisme, une vision qui est devenue plus prégnante avec le début de la guerre froide. Pour ces individus, aider les ex-nazis à s'échapper était une façon de renforcer la lutte contre l'Union soviétique. Les ratlines ont été un élément crucial de l'après-guerre qui a permis à de nombreux criminels de guerre nazis d'éviter la justice pendant des décennies. Bien que beaucoup aient finalement été capturés et jugés, l'existence de ces réseaux met en lumière les difficultés et les complexités rencontrées dans la quête de justice après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire des ratlines rappelle aussi tristement le soutien et la sympathie que le nazisme pouvait encore trouver, même après sa défaite officielle, répercussions sur la société et héritage historique. Les événements qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capture des nazis ont eu des répercussions profondes et durables sur la société mondiale, façonnant la justice internationale, la mémoire collective et les politiques de droits humains. L'héritage historique de ces événements est vaste et continue d'influencer le monde aujourd'hui. Justice internationale et droits humains. L'une des répercussions les plus significatives a été l'établissement d'un précédent pour la justice internationale. Les procès de Nuremberg, où les dirigeants nazis ont été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, ont créé un modèle pour les futurs jugements de crimes de guerre. Ces procès ont établi que des individus, y compris des chefs d'État, pouvaient être tenus responsables de leurs actions dans des conflits internationaux. Les principes développés à Nuremberg ont été intégrés dans diverses conventions et traités internationaux, comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Ces documents fondamentaux ont contribué à façonner un cadre juridique mondial visant à protéger les droits humains et à prévenir de futures atrocités. Mémoire collective et éducation. La découverte et la documentation des horreurs de l'Holocauste pendant et après les procès de Nuremberg ont eu un impact profond sur la mémoire collective. Des musées, monuments et programmes éducatifs ont été établis dans le monde entier pour s'assurer que les générations futures n'oublient jamais les atrocités commises. Le Yad Vashem en Israël, le musée de l'Holocauste à Washington, D.C. et le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe à Berlin sont quelques exemples d'institutions dédiées à la préservation de la mémoire de l'Holocauste. L'éducation sur l'Holocauste est devenue une partie intégrante des programmes scolaires dans de nombreux pays, soulignant l'importance de se souvenir du passé pour prévenir de futures tragédies. Politique et société. La révélation des crimes nazis et le jugement de leurs auteurs ont également eu un impact profond sur la politique et la société de l'Allemagne d'après-guerre. L'Allemagne de l'Ouest, en particulier, a entrepris un processus de dénazification, où les anciens membres du parti nazi ont été écartés des positions de pouvoir et d'influence. Ce processus a été complexe et parfois controversé, mais il a été crucial pour la reconstruction de la société allemande sur des bases démocratiques. La division de l'Allemagne en Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est a également été une répercussion directe de la guerre et de l'occupation alliée. Chaque côté a développé sa propre narration historique, l'Allemagne de l'Ouest se concentrant sur la reconstruction et la démocratisation, tandis que l'Allemagne de l'Est, sous contrôle soviétique,
utilisaient la mémoire de la lutte antifasciste comme un outil de propagande. Répercussions mondiales. Les répercussions des événements d'après-guerre ne se sont pas limitées à l'Europe. La révélation des horreurs de l'Holocauste et les procès des crimes de guerre ont influencé les mouvements de droits civils et les débats sur la justice dans le monde entier. En Afrique du Sud, par exemple, le mouvement anti-apartheid s'est inspiré des principes des droits humains qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. Le concept de justice internationale a évolué, conduisant à la création de tribunaux spéciaux pour juger les crimes de guerre dans des lieux comme le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, et aboutissant à la création de la Cour pénale internationale, CPI, en 2002. La CPI a été établie pour juger les individus accusés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, reflétant l'héritage de Nuremberg dans sa mission « Héritage historique ». L'héritage historique des procès et des répercussions d'après-guerre est vaste et complexe. Il nous rappelle l'importance de lutter contre l'impunité et de veiller à ce que les crimes contre l'humanité ne soient ni oubliés ni répétés. Le travail continu des historiens, éducateurs et défenseurs des droits humains est essentiel pour maintenir vivante la mémoire de ces atrocités et garantir que la justice et la dignité humaine prévalent. De plus, la manière dont la société traite l'héritage du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale continue d'évoluer. Les débats sur la mémoire, la responsabilité et la réparation restent pertinents, reflétant l'importance continue de comprendre et d'apprendre du passé. La sensibilisation mondiale au génocide et aux crimes contre l'humanité, ainsi que les efforts pour prévenir de telles atrocités à l'avenir, font partie intégrante de l'héritage des événements qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet héritage est un puissant rappel de la nécessité de rester vigilant contre la haine et l'intolérance, et de promouvoir la justice et les droits humains dans le monde entier, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers le destin des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Il est important de réfléchir aux leçons que l'histoire nous enseigne et à l'impact durable de ces événements sur notre société actuelle. La capture, le jugement et la fuite de nombreux dirigeants nazis nous montrent la complexité de la quête de justice dans un monde post-conflit. Les procès de Nuremberg ont non seulement établi un précédent crucial pour la justice internationale, mais ils nous ont aussi rappelé l'importance de tenir les individus responsables de leurs actions, quelle que soit leur position ou leur pouvoir. Ces procès ont aidé à définir ce que nous comprenons aujourd'hui comme crimes contre l'humanité et ont renforcé la nécessité de protéger les droits humains universels. Les réseaux de fuite, connus sous le nom de Ratlines, mettent en évidence la réalité que tous les criminels de guerre n'ont pas immédiatement fait face à la justice. L'existence de ces routes d'évasion souligne la persistance du soutien au régime nazi et la complexité du réseau de complicité qui a permis à de nombreux responsables d'atrocités de s'échapper. Les histoires d'Adolf Eichmann, de Joseph Mengele et d'autres montrent comment la justice peut être retardée, mais pas nécessairement évitée. Les cas notoires des dirigeants nazis, qu'ils aient été capturés et jugés ou qu'ils aient fui et vécu sous de fausses identités, illustrent une large gamme de destins. Chaque histoire individuelle contribue à un tableau plus vaste de la quête mondiale de justice et de réconciliation. Le jugement et la condamnation de figures comme Hermann Göring et Rudolf Hess, ainsi que la capture ultérieure d'Adolf Eichmann, renforcent l'idée que la justice, bien que lente, peut être réalisée. Les répercussions sur la société et l'héritage historique de ces événements continuent de résonner. La création d'institutions comme la Cour pénale internationale et l'incorporation des principes de Nuremberg dans les lois internationales montrent comment le monde a cherché à tirer des leçons des erreurs du passé. L'éducation sur l'Holocauste et les crimes nazis reste vitale pour s'assurer que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. En regardant en arrière, nous devons aussi regarder vers l'avenir. La mémoire de l'Holocauste et des atrocités nazies sert d'avertissement constant sur les dangers de la haine, de l'intolérance et de l'autoritarisme. Promouvoir la justice, la paix et les droits humains est une responsabilité collective que nous partageons tous. Cette vidéo a été un voyage à travers l'une des périodes les plus sombres de l'histoire,
mais aussi une célébration de la résilience humaine et de la quête incessante de justice. L'histoire des nazis après la Seconde Guerre mondiale est complexe et multifacette, mais essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et éclairant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos opinions dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter des histoires et des réflexions importantes sur notre passé et notre présent. À la prochaine.